We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur GITV. Très heureux de vous retrouver comme tous les lundis soirs, une fois par mois, pour votre émission gratuite, ouverte à tous. Vous pouvez discuter, échanger, parler, écouter au sujet de l'implantologie. Et ce soir, je suis très heureux de recevoir Éric Normand. Bonsoir Éric. Bonsoir Antoine. Éric, un ami, formateur Génération Implant à Bordeaux, implantologue depuis de nombreuses années. Utilisateur chevronné du système Camlog, je veux dire. Et puis aussi, c'est pour cette raison que tu es là, grand utilisateur de très très longue date de par une proximité avec l'entreprise Satellec, mais grand utilisateur de piezochirurgie notamment. Tout à fait. Et c'est l'objectif de ta venue ce soir. Si vous avez des questions à poser à Éric, je suis sûr que vous allez en avoir. Vous savez que vous pouvez utiliser le chat. Il suffit de vous connecter en bas de votre écran, de taper un pseudo et de nous poser des questions. Et je dis déjà bonsoir à Ivoire66, à Joss, à Jojo. J'espère qu'il y a du son. Hein. Normalement, vous devez nous entendre. À Rome de Nice, à Sam Canin, à VLC, peut-être S Victoria, je ne sais pas, d'après Eric. Voilà, Daniel, tout ça, bienvenue une fois de plus. Et on va échanger sur ce chat et vous pourrez ainsi poser des questions. Donc, Eric va nous parler des dernières avancées avec les appareils piézoélectriques. Et avant ça, je voudrais faire une petite introduction parce qu'on a une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que Génération Implant a eu son accréditation renouvelée pour le DevPC, le développement personnel continu, professionnel continu. On l'avait depuis déjà de fait parce que on avait le CNFCO, l'agrément, donc tous les organismes qui avaient eu l'agrément CNFCO étaient de fait agréés DPC. On a dû rebosser, redéposer un dossier complet et je félicite Karine pour le boulot qu'elle a fait. Et du coup, eh bien, ce dossier a été à nouveau accepté et donc on va pouvoir vous délivrer des formations dans le cadre de ce DPC. Vous savez que la formation est à nouveau obligatoire. Tous les 5 ans, vous allez être contrôlé. Chaque année, il faut faire à peu près un programme DPC, soit l'équivalent d'une journée et demie. C'est une démarche individuelle, permanente, obligatoire et annuelle, rien que ça. Alors, comment on fait? Eh bien, vous allez vous inscrire sur le site mondpc.fr. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez rechercher tous les programmes de formation. Alors, en dentisterie, bien évidemment, mais vous retrouvez aussi les programmes de formation en médecine, en kiné, en infirmière. Vous tapez Génération Implant sur le sigle organisme si vous souhaitez retrouver nos programmes de formation qui sont en ligne et à ce moment-là, vous pourrez vous inscrire. Vous avez donc 2 possibilités pour vous inscrire, soit le site Génération Implant, mais de toute façon, il faudra en plus vous inscrire sur le site mondpc.fr. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que quel que soit sur un montant global de formation, vous allez avoir 1 015 € prise en charge par an par l'organisme. Donc sur une formation par exemple, souvent les formations de 2 jours sont facturées à peu près 1 000 €, mais vous allez avoir l'intégralité de la formation qui est prise en charge. Et là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant pour vous. Vous pouvez dans certains cas, sur des plus grosses formations, demander en plus une prise en charge par le FIFPL, 4 jours maximum. Donc vous n'avez plus aucune raison de ne pas vous former. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces formations DPC vont modifier un petit peu les temps de formation. Vous allez avoir systématiquement 3 temps. Un premier temps où on va vous faire un questionnaire d'évaluation de vos pratiques professionnelles. Vous allez ensuite avoir un temps présentiel dans les locaux ou avec votre formateur Génération Implant. Et ensuite, étape 3, vous allez avoir un questionnaire d'évaluation sur l'impact qu'a eu votre formation sur votre pratique professionnelle. Donc, on aura vraiment un suivi de ce que vous faites et en ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. L'autre point vraiment pertinent, c'est le fait qu'on doit systématiquement, c'était déjà plus ou moins le cas, mais on doit systématiquement vous proposer des formations qui suivent les recommandations de l'HAS, des formations qui suivent l'Evidence-Based Dentistry. Et ça, on va vraiment faire un gros focus là-dessus. Et sur le site Génération Implant, tout est déjà prêt pour que vous puissiez retrouver
tous des documents en plus, c'est ce qu'on appelle le e-soutien. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait une formation présentielle, vous pourrez retourner trouver les articles en français, de l'HAS, en international, qui parlent précisément du sujet que vous aurez vu en présentiel. Et puis à la toute fin de la formation, vous aurez une attestation remise à l'issue de cette dernière étape et vous serez indemnisé éventuellement de la part que vous avez réglée. Voilà. Donc tout ça est extrêmement intéressant. Je pense que vraiment ça devrait relancer un petit peu la formation en France qui, on le sait tous, s'est un peu essoufflé ces dernières années. Hein. On l'a tous remarqué. Et donc, je vous donne déjà rendez-vous sur votre site mondpc.fr, sur le site Génération Implant. Il y a plein d'infos pour que vous puissiez vivre votre DPC avec GI. Voilà pour cette première partie qui me semblait tout à fait... C'était vraiment important de vous en parler. Et maintenant, je passe la télécommande à Eric. Eric, encore une fois, bienvenue. Vraiment, très heureux de t'écouter sur ce thème. J'ai vu ta présentation, on va apprendre plein de choses, beaucoup de vidéos. Voilà, je te laisse la parole et je ne manquerai pas de te couper si jamais il y a des questions sur le chat. Merci Antoine. Écoute, merci de m'accueillir ici à Nice. Exceptionnellement, il faisait un petit peu plus froid à Nice ce soir qu'à Bordeaux cet après-midi. Et avant de commencer, je voulais vraiment féliciter toute l'équipe de Génération Implant, a fortiori Karine et Maïka, pour tout le travail qu'elles ont accompli pour obtenir l'agrément du DPC qui, je pense, va satisfaire le plus grand nombre d'entre nous. Donc pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce sujet des dernières avancées avec les appareils de chirurgie piézoélectrique? C'est que c'est des appareils qui existent depuis maintenant une bonne dizaine d'années. On en parle peut-être moins aujourd'hui qu'avant, hein, parce que les techniques évoluent, mais il y a toujours des choses qui avancent par rapport à ces appareils, et c'est un peu ce que je voulais vous présenter ce soir, tout en gardant en tête que les techniques avec lesquelles ils ont été mis au point sont toujours d'actualité, et je vais aussi vous faire des petits rappels pour ceux qui ne les connaissent pas, afin de voir ce qui se fait toujours avec ce genre d'appareil. Donc on va voir un petit peu de théorie, hein, pas trop parce que c'est parfois un peu rébarbatif et puis on n'a qu'une petite heure, c'est bien ça Antoine, une petite heure. Et puis après on verra les appareils et leurs applications cliniques. Alors pourquoi la chirurgie osseuse piézoélectrique ? Telle que je l'aperçois moi-même, hein, elle nous amène là où les instruments conventionnels ne nous conduisent pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la prendre comme un instrument qui va tout révolutionner. Ça va nous permettre d'aller plus loin dans notre pratique et de manière beaucoup plus sécure. Qu'est-ce que la piézoélectricité ? En fait, ça a été découvert au XIXe siècle par les frères Curie. On s'est rendu compte qu'en appliquant une pression sur un cristal, ça produisait un courant. Et inversement, en appliquant un courant sur ce cristal, il se déformait. Ça a été petit à petit développé, appliqué avec les progrès technologiques et les progrès de l'électronique. On a pu petit à petit créer ce genre d'appareil. Au départ, on les utilisait, vous le savez, pour détartrer les dents. Hein, tout simplement. Et aujourd'hui, ça a évolué. On a pu les rendre plus puissants pour faire de la chirurgie osseuse. Donc, vous voyez qu'on a des petites pastilles de céramique qui vont être, sur lesquelles on va appliquer un courant et elles vont se déformer à une fréquence déterminée et ça va faire bouger le petit insert qui est au bout de l'appareil qui va servir donc soit à détartrer, soit à faire des endos, soit à faire de la chirurgie osseuse. Les ultrasons ont une vaste, aujourd'hui, ont de vastes applications, hein, un peu dans tous les domaines de l'industrie, et ils nous ont apporté beaucoup de choses à nous, chirurgiens dentistes. Donc, comment ça se passe ? Vous voyez à gauche le mode neutron. On a un signal piézo-sinusoïdal qui est régulier. Et pour passer
à des pièces à main plus puissantes et à des fonctions comment dire, qui permettent de couper l'os, on a dû augmenter la taille des céramiques, donc augmenter la taille des pièces à main, améliorer l'électronique des machines. Et vous voyez que le signal de base à droite est à peu près le même lorsqu'on fait de la chirurgie piézoélectrique. Et parfois, on a des signaux d'amplitude plus importante qui vont permettre à l'instrument de couper, hein, d'avoir un geste beaucoup plus fort. D'ailleurs, retenez bien ce mouvement-là, quel que soit l'appareil que vous utilisez, hein, on aura un mouvement, on va dire, antéro-postérieur par rapport à la pièce à main. Hein, donc, que vous les utilisiez en paro ou en chirurgie osseuse ou dans d'autres applications de notre métier, il faut toujours avoir ça en tête pour faire fonctionner les inserts de la manière la plus efficace possible. Donc, les ultrasons amènent un effet supplémentaire qui s'appelle l'effet de cavitation, qui va permettre un des grands avantages. Alors, il y aurait apparemment une sorte de désinfection du champ opératoire avec cette cavitation, mais surtout, donc, les molécules d'eau vont être un petit peu désintégrées. On va avoir un brouillard de cavitation qui va induire une hémostase du site opératoire, qui va encore améliorer la précision de la chirurgie qu'on pourra faire. Donc, personnellement, j'utilise des appareils Satellec du groupe Actéon, comme l'Antoine l'a précisé, un petit peu par atavisme local. Hein. Vous savez que l'entreprise Actéon est basée à Mérignac, donc à côté de Bordeaux, et je travaille avec eux depuis de nombreuses années. Il faut savoir qu'ils sont parmi les numéros 1 au monde en matière d'appareils utilisés dans les cabinets dentaires, d'appareils ultrasonores. Voilà. Ils ont aussi d'autres gammes d'appareils. Vous pourrez voir sur leur site tout ce qu'ils font. C'est une boîte très intéressante et qui va vraiment de l'avant, qui sort régulièrement de belles nouveautés, notamment en matière aussi de lampes à photopolymériser, de caméras endobuccales, de capteurs, etc. Bon, ils font plein de choses. Ce n'est pas le sujet de la soirée. Donc les avantages de la chirurgie piézoélectrique, c'est qu'on a une grande sécurité, on va avoir une préservation des tissus mous, hein, des nerfs, membranes, artères. Bien sûr, un insert contendant, si on appuie sur les tissus mous, on va les léser, mais si on vient à proximité avec ces inserts, on ne va pas les couper, contrairement à un instrument rotatif qui est moins fin d'utilisation. On va avoir une rapidité, une précision, on en reparlera tout à l'heure, de coupe. Hein, on aura des coupes fines, rapides et précises, et une coupe sélective, sans effort, grâce aux inserts affûtés et très robustes. D'ailleurs, les sociétés qui produisent ces inserts trouvent qu'ils ne cassent pas assez, ils sont très très robustes, on ne les change pas très souvent, et ils aimeraient bien qu'ils cassent plus souvent pour en vendre plus. Bon. Mais pour nous, praticiens, c'est une grande qualité. Ensuite, on a un confort de traitement parce qu'on va faire des traitements atraumatiques avec moins de pertes osseuses et peu de saignements. On aura une cicatrisation plus rapide, on le verra tout à l'heure avec certaines études, et une réduction considérable des douleurs post-opératoires. Voilà les 3 grands avantages. Alors, on peut parler d'inconvénients. Souvent, on dit que c'est moins rapide. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai une photo du premier piézotome qui a été sur le marché, le piézotome 1. Mais aujourd'hui, la série piézotome 2, et puis il y aura certainement un jour des appareils encore plus puissants, mais déjà aujourd'hui, on a une vitesse qui est assez comparable avec les instruments rotatifs. Vous pouvez voir notamment dans cette étude de l'équipe qui a mis au point l'Intralift dont on parlera tout à l'heure, hein, un Autrichien et 2 Allemands. Ils ont fait une étude comparative par rapport à l'extraction des dents de sagesse. Et en fait, à partir du moment où on a bien acquis, on a bien franchi la courbe de croissance, on est en haut de la courbe de croissance par rapport à la connaissance qu'on a de l'appareil et de ses possibilités, il n'y a pas de différence significative concernant le temps d'intervention entre les ultrasons et les instruments rotatifs. Donc l'argument du temps, maintenant, est justement d'un autre temps. Donc différentes applications cliniques.
élévation sinusienne, collection de copeaux dans le cadre de régénération osseuse guidée, prélèvement de blocs osseux, expansion de crête, extraction, allongement coronaire, chirurgie endodontique, corticotomie. On va voir tous ces sujets. Il y en a d'autres, hein, on en a sélectionné quelques-uns. Eric, je t'interromps 2 secondes avant de poursuivre sur justement quel appareil choisir. Une question de cyclodonte. Le mouvement, tu dis que le mouvement est antéro-postérieur. Pourtant, il y a des inserts dont la coupe est orientée à 90 degrés par rapport à l'axe. Oui. Alors, je sais qu'on verra les inserts après. Est-ce que tu peux nous expliquer ou répondre à la question de cyclodonte en disant comment c'est possible? Alors, je ne suis pas ingénieur, donc je ne pourrais pas répondre aussi précisément que quelqu'un qui vient d'un bureau d'études. Mais vous verrez, si vous avez ces inserts en main, vous pourrez voir que quand on est vraiment dans l'axe de l'insert, ça coupe quand même mieux que quand c'est des inserts complètement coudés. Hein. Et les inserts coudés, on verra tout à l'heure les formes, en voyant par exemple les inserts d'extraction, certains sont coudés à 90 degrés. Ils travaillent moins bien. Oui, mais malgré tout, la vibration est, on va dire, antéro-postérieure, hein, et puis on voit pas ma main, et un petit peu vers l'avant et l'arrière, et ça va couper, hein, parce que le mouvement est infime. C'est un mouvement de, je ne sais pas quelle amplitude, mais de quelques microns. Mais donc ceci ça coupe. dit, tu vois quand même une différence, et effectivement, cyclodonte avait raison. Oui. Enfin, les instruments qui coupent le mieux, c'est ceux qui sont longitudinaux. Oui, mais vous verrez tout à l'heure que les scies, elles sont courbées à 90 degrés, mais c'est quand même un mouvement antéro-postérieur qui se fait. Hein. C'est quelque chose à vraiment avoir en tête quand vous faites de la paro avec des inserts. Ce n'est pas le sujet de ce soir. J'aime beaucoup les inserts de paro. Hein, toute la paro au cabinet, on l'a fait avec des inserts ultrasonores aussi qui sont très bien, très précis et qui donnent un résultat supérieur aux curettes manuelles. Hein. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Je pourrais revenir si tu veux pour en parler. Plaisir. Mais c'est important d'avoir ça en tête quand vous faites de la paro parce qu'on utilise des puissances inférieures. On est parfois sans anesthésie sur les dents des patients et ça va faire mal si on utilise l'effet marteau. Hein, c'est-à-dire que si on utilise les ondes ou les mouvements de l'insert de manière atypique ou illogique, ça va faire mal au patient. Hein. Donc méfiez-vous de cet effet un peu marteau-piqueur. Ça répond à ta question. Parfait, merci Eric. Donc quel appareil choisir? Alors là aussi, je pense qu'il faut toujours, quelles que soient les décisions qu'on prend, se référer à la littérature scientifique. Hein, et je vous ai sorti 2 articles. Donc c'est des articles assez récents, en plus de 2009 et je vais les résumer, et de 2012. Et les 2 articles, ces 2 articles-là en l'occurrence, ont testé plusieurs appareils de chirurgie piézoélectrique et concluent que les 2 meilleurs appareils sont le Mectron et le piézotome. Voilà. Donc ce soir, je vous présenterai que ce qu'on fait avec le piézotome parce que je le connais bien. Les inserts diffèrent un petit peu entre un appareil et l'autre. Mais voilà, les 2 sont les leaders du marché d'un point de vue de la qualité. Sur ces appareils, sur ces techniques, on a beaucoup d'études scientifiques. Alors là, on passera rapidement. Vous en avez de toutes les années. On en décrira quelques-unes un petit peu plus loin, mais dans tous les domaines de la chirurgie dentaire. Ensuite, ils ont élargi tout ça aux domaines médicaux. Et il y a des applications aujourd'hui très intéressantes qui se font en matière de neurochirurgie, en matière de chirurgie de la main, d'orthopédie, de chirurgie orthopédique en général. Et ça vient un petit peu révolutionner là aussi le geste des chirurgiens orthopédistes et autres. Ici, je vous montre une petite étude qui montre que l'instrument piézoélectrique semble moins traumatisante pour l'os que l'instrumentation rotative. Hein. Là aussi, apparemment, les ultrasons induiraient une cicatrisation osseuse plus rapide. Et un point très important qui va aussi avec l'introduction que j'ai faite tout à l'heure, quand vous utilisez ces appareils, il ne faut pas trop appuyer. Plus vous appuyez, plus on a un risque de surchauffe de l'instrument et plus on a un risque donc de nécrose osseuse puisqu'on travaille évidemment sur le vivant.
Donc vous pouvez vous notamment amuser à le cas faire en durant travaux les pratiques. extractions. Hein, Notamment durant les extractions, on le Bien sûr. reprécisera tout à l'heure. Effectivement, c'est très important de beaucoup irriguer. Et vous voyez dans cette étude que quand on appuie avec 1,5 newton, on peut irriguer à 30 millilitres par minute. Et quand on arrive à 3 newtons, il faut tripler l'irrigation pour être sûr de ne pas abîmer l'os, hein, et d'éviter une surchauffe. Donc, l'insert travaille tout seul, en fait. Il faut juste un petit peu appuyer. Et ensuite, ça coupe presque tout seul. Donc, les appareils, ici, vous voyez donc le Piezotome 1, qui n'est plus aujourd'hui sur le commerce à ma connaissance. Il a été petit à petit amélioré. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a augmenté la taille de la pièce à main. On en a même fait une qui a une LED, ce qui permet de travailler avec encore plus de précision. Et Actéon a sorti 3 appareils aujourd'hui qui permettent d'utiliser les inserts de chirurgie piézoélectrique. Alors pour la terminologie, d'ailleurs, petit aparté, piézochirurgie, c'est un terme qui appartient à Mectron, et piézotome, c'est un terme qui appartient à Actéon. Voilà. Bon, peut-être que je ferai des erreurs, hein. On peut parler de chirurgie piézoélectrique, c'est le terme consacré pour parler de la technique. Donc, vous avez à gauche le Piezotome 2. Vous avez à droite l'Implant Center, qui est un Piezotome 2 et qui inclut également un moteur. C'est un peu la Rolls des moteurs d'implantologie. C'est vraiment un appareil très agréable parce qu'on n'a qu'une pédale pour tous les instruments qu'on utilise. La pédale est top en plus. Et la pédale est top en plus, tout à fait. Et tout en haut, vous avez le Piezotome Solo. Alors, c'est une entrée de gamme, mais malgré tout, c'est un peu comme chez Apple, même l'entrée de gamme est d'excellente qualité. C'est-à-dire qu'on a la même électronique à l'intérieur, c'est juste l'écran qui est un petit peu moins marrant. Et on n'a pas la possibilité de brancher dessus une pièce à main Neutron. La pièce à main Neutron, c'est celle avec laquelle vous faites toutes les autres applications ultrasonores développées par Satellec, à savoir l'aparo, l'endo, la prothèse, etc. Hein, donc, il est un peu moins sophistiqué d'un point de vue des autres applications, mais c'est exactement le même piézotome que le Piezotome 2 si on considère juste la partie électronique et des applications de chirurgie piézoélectrique. Ces appareils sont dotés de pompes péristaltiques et on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, l'irrigation est extrêmement importante quand on les utilise. Ces petites cassettes sont très faciles à mettre en place, elles sont silencieuses, les assistantes aiment beaucoup. On a soit des irrigations jetables, soit stérilisables. On a un débit d'irrigation extrêmement précis et donc on n'a pas de nécrose osseuse dans la mesure où on suit bien les protocoles qui sont décrits par le fabricant et les cliniciens, on le verra plus loin. Il y a des cassettes pour ranger tout ça, tout est complètement stérilisable, on est dans des normes hospitalières. L'appareil, ils ont choisi d'utiliser la classification de densité osseuse de l'école Mézarbe pour pouvoir bien comprendre leur système de boutons de réglage de la puissance. Donc, le niveau 1 correspond à la puissance la plus forte, le niveau 4 correspond à la puissance la plus faible. Donc, quand on voudra une grande puissance, comme sur un os de type 1, c'est-à-dire très dense, on utilisera la puissance 1, et moins on veut de puissance, plus on ira vers le 4. Donc le mode 1, ce sera pour les blocs osseux, corticotomie, on en parlera plus loin, chirurgie endodontique. Mode 2, prélèvement de copeaux, expansion de crête, volet latéral. Mode 3, élévation de la membrane sinusienne. Mode 4, élévation de la membrane sinusienne, travail à proximité de zones à risque. Personnellement, finalement, on vient un petit peu simplifier ces protocoles. J'utilise que les modes 1 et 4. C'est rare que j'utilise les deux. D'accord, ça c'est une info intéressante. Oui. Les inserts maintenant, qu'on va voir illustrés de quelques cas cliniques, et on verra à travers tous ces inserts, vous verrez certainement quelques nouveautés et des choses qui existent depuis quelques années, mais qui ne sont pas encore très connues et qui, je pense, ont un développement intéressant devant eux. Donc ici,
j'ai pris le parti de commencer par la dent présente, jusqu'à l'édentement. Donc on verra la chirurgie complètement osseuse plus loin. Là, la dent est présente. Ils ont sorti, et on y avait participé, ce coffret qui s'appelle Crown Extension, qui sert à faire des ostéoplasties fines, a fortiori des allongements coronaires. Vous savez que souvent, quand on le fait avec des instruments rotatifs, on risque d'abîmer les tissus mous. A fortiori, quand on en est en lingual sur une 36, on a souvent un pan lingual qui peut casser. Donc, c'est pas très facile de venir fraiser dans ces zones-là. Ou aussi en interproximal, on a souvent des caries distales ou mésiales sur les molaires mandibulaires ou ailleurs, hein, mais on voit souvent ce genre de cas des molaires mandibulaires. On va pouvoir facilement faire un allongement coronaire sans mettre en péril la dent adjacente et les tissus mous périphériques. Bon, bien sûr, on peut l'utiliser au niveau antérieur et je vais vous montrer quelques cas cliniques. Donc, vous savez, petit rappel, hein, que l'espace biologique fait en moyenne 3 mm de hauteur selon les individus. Donc, il faudra que l'os se situe 3 mm en dessous, soit de la préparation prothétique, soit de la limite d'une restauration suite à une carie, pour pouvoir préserver un espace biologique qui permettra à la gencive de bien vivre et de ne pas être inflammatoire et d'avoir des résultats esthétiques et fonctionnels à la hauteur de ce que l'on souhaite. Donc, on a un insert pour chaque étape. La séquence instrumentale s'adapte aux différentes étapes d'une chirurgie d'allongement coronaire, débutant par un large remodelage osseux, et petit à petit, on arrive à une ostéotomie de précision. Donc, on commence avec le BS6, pardon, qui est un scalpel incurvé, et on va continuer avec un petit insert boule diamantée pour l'ostéoplastie des rembords osseux. On a un petit insert diamanté encore plus fin qui pourrait être utilisé en interproximal. Et ensuite, on a cet insert diamanté dont la partie active fait 3 mm, hein, où aujourd'hui c'est juste un marquage laser qui montre qu'on est à 3 mm, ce qui permet d'éviter d'avoir à reprendre sa sonde paro, et on fait comme ça tranquillement son allongement coronaire en terminant l'ostéoplastie, et on voit petit à petit le ligament desmodontal qui apparaît un petit peu comme un tissu fibreux blanchâtre, et on va ainsi éviter de léser la racine. Donc voilà le CO3. Là, je vous montre un petit cas clinique. Pardon. C'est un jeune garçon qui s'était battu et qui était tombé dans la rue en pleine nuit. Et sur le trottoir, sa dent s'est cassée. Il est arrivé comme ça le lendemain au cabinet. Donc dans ces cas-là, se pose la question d'extraire ou non. Hein. C'est des cas délicats. Parce que vous savez que si on fait un allongement coronaire, on a quand même une perte osseuse importante qui peut mettre en péril la pose d'un implant en cas d'échec de l'allongement coronaire. Ici, la racine étant très longue, on a choisi de faire un allongement coronaire donc au niveau palatin, comme vous le voyez, et on a pu garder cette dent. C'est un cas qui a maintenant plusieurs années, la dent est toujours en place, et tout fonctionne bien au niveau de la physiologie et de l'esthétique. Un autre cas pour lequel je vous ai mis une petite vidéo. Donc, ici, c'est un allongement coronaire à visée, on va dire, esthétique et fonctionnelle. C'est un bruxoman qui a énormément abrasé ses incisives mandibulaires. Et on a choisi de faire un allongement coronaire pour ensuite faire des prothèses, des couronnes. Donc, quand on réalise ce genre d'allongement coronaire, enfin, il y a plusieurs techniques. La manière dont je le fais, je commence bien sûr par faire l'anesthésie. Ensuite, on va dessiner au bistouri la forme que l'on veut donner au feston gingival. Hein, donc, on va petit à petit réaliser la gingivoplastie. Et c'est après qu'on va décoller, en épaisseur totale bien sûr. Et on va réaliser l'ostéoplastie
en donnant cette fois à l'os le feston gingival, le feston que l'on souhaite, toujours à 3 mm en dessous de la gencive que l'on vient de sculpter. Hein, donc on repositionne régulièrement le lambeau pour voir où l'on est, et petit à petit, vous voyez que l'ostéoplastie se déroule. On vient affiner l'os pour que le profil soit le plus physiologique possible. On élimine les balcons osseux et on va ensuite tout simplement suturer. Et je vais vous montrer les photos. C'est quoi ça, Eric, là, qu'on vient de voir comme instrument? Non, c'était ton bistouri, c'était une lame? Tout ça, ce sont les instruments que j'ai décrits juste avant. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Oui. C'était le BS6. D'accord, très bien. Hein, le BS6. Je ne le reconnaissais pas sur la pièce. Tu veux que je non, ne le remets pas. Non, c'est ici. bon. C'était celui-ci. D'accord, pour faire des chips. Voilà, exactement. C'est le BS6 qui est à la fois dans le kit d'allongement coronaire et dans le kit de bone surgery. D'où le BS. Question très pertinente, Antoine. CE comme crown extension. Donc voilà ce cas-là en photo, et vous voyez la cicatrisation quelques semaines après, hein, et on a pu ensuite réaliser des couronnes avec une bonne esthétique et surtout aussi un bon cerclage des dents afin d'avoir une bonne tenue de celle-ci. Kit suivant, alors pour ceux qui suivent toutes les émissions de Génération Implant, j'avais fait une émission il y a 2 ans sur le thème, ou 3 ans même, 3 ans, sur le thème de l'extraction, justement des extractions difficiles avant l'implantologie. Je crois qu'elle est toujours en ligne. Elle est toujours en ligne. Donc là, j'ai fait un petit résumé de cette présentation, hein, parce qu'on abordait en fait toutes les manières d'extraire et on parlait un petit peu de la chirurgie piézoélectrique. Donc, ce kit d'extraction a plusieurs types d'inserts. On a un premier insert qui s'appelle le Ninja, qui est un insert qui sert à sectionner, pas à extraire. Et après, on a 2 autres types d'inserts qu'on va voir ensuite. Petite étude, là, par des Anglais. Vous voyez qu'ils ont comparé les suites opératoires avec et sans, avec un instrument rotatif, et avec insert de chirurgie piézoélectrique, et ils constatent qu'il y a beaucoup moins de douleurs, de trismus et de gonflement du visage après extraction avec chirurgie piézoélectrique. Voilà. Donc c'est vrai que on a des incisions tellement fines qu'on est moins traumatisant, on peut décoller moins aussi que quand on fait une chirurgie avec des instruments rotatifs traditionnels, surtout pour les dents de sagesse. Donc vous voyez ici le Ninja, voilà, très belle photo de Publicis. Donc c'est un insert, en fait, c'est une scie à double affûtage qui va permettre de faire les amputations radiculaires et les hémissections. Ne l'utilisez surtout pas pour extraire une dent. Hein. Donc on va pouvoir aussi sectionner les dents incluses avec donc les canines, les dents de sagesse, etc. Au niveau du travail dans l'émail, tu n'as pas du mal quand même? Non? Tu arrives à le découper avec? Ça prend du temps. D'accord. Hein. Alors, ce que je la fais... dentine, je suis d'accord, hein, mais l'émail, c'est pas ce facile. que je fais, et c'est là que c'est intéressant d'avoir l'Implant Center, par exemple, on ne peut pas tout faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la chirurgie piézoélectrique, ouais. Et on ne peut pas tout faire avec le rotatif. Je pense que c'est bien d'avoir les deux. Les deux appareils, les deux types d'appareils ont la place dans notre cabinet. Et souvent, moi j'alterne entre les deux pièces à main. Voilà. Donc, ici, je vous montre un cas un peu étrange. C'est un patient, en fait, qui avait déjà une attelle de contention. Et on voulait extraire cette racine sans avoir à défaire la attelle de contention, sachant que plus tard, on ferait un bridge. Donc, on a utilisé le Ninja, et vous voyez qu'on n'a pas eu à faire de lambeaux, puisque on ne vient pas du tout toucher la gencive. Et voilà, petit à petit, la dentine qui se coupe. Alors, c'est vrai que quand il y a de l'émail, il faut
c'est un petit peu plus long pour couper. Et petit à petit, voilà, on extrait la racine, tout simplement. Hein. Et on va pouvoir ensuite laisser cicatriser. Dans un deuxième temps, bien sûr, cette couronne sera enlevée, hein, cette couronne naturelle, pour faire un bridge. Ensuite, le deuxième groupe d'inserts pour les extractions, on a les LC1, les ligaments de cutting, qui font une syndesmotomie, une ostéotomie périradiculaire assez franche. Vous voyez qu'on a un angle droit. Alors on a le LC1, on a le LC1 90 degrés, hein, qui va un petit peu, qui va travailler, comme je vous montrais tout à l'heure, dans ce sens. Mais il travaille très bien aussi, hein, bien que les vibrations soient comme ça, hein, mais il fonctionne bien. Mais vous voyez, avec son angle droit, il est très agressif. Alors, personnellement, je commence un petit peu les extractions avec ces deux-là, mais j'aime bien ensuite utiliser les LC2 qui sont plus fins et qui vont mieux suivre le trajet du desmodonte. Hein, donc, il y en a un qui est courbé vers la droite, il y en a un qui est courbé vers la gauche. Hein, L pour left et R pour right, très bien. Et ça va permettre de facilement extraire. Et ça, c'est vraiment extraordinaire quand on est, comment dire, on les utilise jamais en première intention. On les utilise quand on a des extractions dont on ne sait pas se sortir. Là, on sort le piézotome et en 2 minutes, on va extraire la dent. Donc, je vais vous montrer 2 cas. Alors là, c'est un cas, on l'a pris directement parce que vous voyez que la racine était très carriée. Et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec un davier ou même avec des petits luxateurs ou des syndesmotomes de Bernard. Donc, on l'a utilisé directement. Incision. Et incision. Petit à petit, on descend le long du ligament. Et vous voyez que là avec une fraise, on ferait beaucoup de mal, quoi. L'espace est très étroit. Une couronne à côté. Couronne à côté, et petit à petit, donc on arrive. Alors attention, n'allez pas trop en vestibulaire, hein, pour conserver la table externe. En palatin, en général, c'est plus épais. Lisez bien votre imagerie 3D, si vous l'avez, et je vous le recommande, pour savoir où vous pouvez venir un petit peu réduire la taille de l'os éventuellement. Mais faites attention à bien le préserver, c'est le but aussi. Et petit à petit, donc, on va mobiliser la racine et hop, elle arrive, vous voyez, tout simplement avec une grande préservation osseuse. Ensuite, bien sûr, on curette et on vient poser un implant, ici un implant Camlog, et pour un 4-3 pour les habitués, hein, code couleur rouge, et on va combler l'alvéole avec un biomatériau, et vous voyez ici la radio post-opératoire. Chic, tu l'as dit, mais je me permets juste de le redire une nouvelle fois. Attention, irrigation maximale. Oui. Et attention, parce qu'on a tendance, on a tous fait l'erreur, de pousser, parce que ça rentre comme dans du beurre. Ils sont tellement puissants, les inserts, qu'on peut rentrer vraiment comme dans du beurre. Alors, une question, est-ce que toi, tu travailles plutôt, tu rentres, tu ressors, tu te décales, tu travailles plutôt comme ça, ou tu travailles plutôt où tu enfonces et après tu coupes latéralement? Quelle est ta façon de travailler? Non, je fais effectivement des mouvements latéraux, progressifs, et surtout je ressors l'insert pour ramener de l'irrigant très vite pour le refroidir. Dans les TP, dans les formations qu'on peut organiser, très souvent, il y a des gens qui viennent d'acheter un piézotome qu'on fait. Je me souviens une fois, c'était un Égyptien, je crois. Il me disait qu'il avait fait plein d'extractions, une trentaine, et qu'il avait très souvent des nécroses. Et des alvéolites. Des alvéolites. Bien sûr. Tout simplement parce qu'il chauffait l'os. Hein. Si vous utilisez bien l'irrigation, telle que recommandée, hein, donc c'est entre 30 et 90 millilitres par minute, vous n'aurez pas ce genre de problème. Et surtout, ressortez votre insert. Même si l'irrigant, même si le débit est important, une fois que vous êtes en profondeur sous l'os, l'irrigant ne va pas venir refroidir l'insert. Donc il faut le sortir souvent, mais c'est exactement la même chose qu'avec du rotatif. Hein.
Si vous faites une extraction sans utiliser d'irrigation, si vous ne faites pas attention, avec du rotatif traditionnel, vous allez brûler l'os et vous aurez à coup sûr une alvéolite, voire une nécrose. Très bon point, Antoine, toujours pertinent. Je te remercie. Écoute, je suis arrivé affûté là ce soir. Donc ensuite, on continue ici, extraction. Alors, vous savez, on a toujours tous ces extractions. J'ai pour habitude de dire à mes patients quand ils me demandent combien de temps l'extraction va durer, enfin, si je vois que c'est une molaire, cariée, abîmée, postérieure, je leur dis souvent, je ne vous dirai pas parce que les dents ont des oreilles, et puis dès qu'elles savent qu'on va les extraire, elles s'accrochent. Et l'expérience montre que quand on dit que ça va aller vite, c'est plutôt long, et quand on dit que ça va être long, c'est plutôt rapide. Donc, on ne s'avance jamais. Et régulièrement, on arrive dans des impasses au niveau extraction, et parfois, une journée chargée, je ne sais pas, je n'ai pas le réflexe piézotome. Et j'ai toujours une assistante qui arrive, qui dit « on vous sort le piézotome », et là, hop, c'est le truc qui va débloquer la situation. Et là, je vous montre un cas comme ça, justement. On n'arrivait pas à attraper l'apex. On a utilisé le piézotome et toc, l'apex est tout de suite venu. Et c'était fini. Voilà, c'est magique. Insert suivant. Donc, la dent est extraite. On attend que ça cicatrise. Et souvent, au niveau maxillaire, il va falloir faire une élévation sous-sinusienne. Vous savez qu'il y a deux techniques consacrées, par voie crestale et par voie latérale. Par voie crestale, c'est la technique de Summers, technique qui a de multiples variantes. Et ce qui est très intéressant chez Satellec, ils ont développé une série d'inserts qui s'appelle Intralift, avec tout un protocole. Mais le plus intéressant, c'est la technique d'élévation de la membrane, que je vais vous montrer à travers une vidéo tout à l'heure. Donc, ça marche. Là aussi, il y a des études scientifiques. Regardez, l'équipe des concepteurs de cette technique, ils ont pris, lisez bien, 190 demi-têtes fraîches de moutons. Il faut le faire. Un troupeau. Motivé, un troupeau. Hein, et c'était parce qu'en Allemagne, pour avoir l'agrément, il faut le faire à grande échelle. Et ils ont fait 190 techniques intralift, donc, et avec le piézotome, ils n'ont eu aucune rupture de membrane sinusienne lors de leurs essais avant de mettre ce kit sur le marché. Ils ont sorti un autre article en 2012. Alors, il y a d'autres articles qui sont sortis sur le sujet, notamment par le docteur Hilla. Donc, toutes les élévations de sinus par intralift n'ont engendré aucune perforation de membrane et aucune complication post-chirurgicale. Donc, attention, là, ce sont des utilisateurs expérimentés. Comme toute nouvelle technique, il y a une courbe de croissance. Au début, c'est une technique qui est faussement facile, hein, mais une fois qu'on la maîtrise bien, elle est très chouette. Donc, voilà le kit. On a des inserts de forage et on a, au fond à droite, ce que j'appelle une trompette, hein, puisque c'est un insert, on le verra tout à l'heure en photo, qui est perforé en son centre. Donc, indication, il faut au moins 4 ou 5 mm de hauteur, mais je vais vous montrer une vidéo, réalisée d'ailleurs pour Actéon par Génération Implant, si je ne me trompe. Par JIWeb, oui. Par JIWeb, pardon, qui est très explicite. Je vais vous la commenter. Donc, Intralift est utilisé avec la pièce à main du piézotome 2. On a un édentement avec une hauteur sous-sinusienne d'au moins 4 mm pour faire la technique de Summers. Hein. Ce sont les indications de la technique de Summers. Certains vont en dessous, hein, mais je vous recommande de rester dans les indications classiques au début. Donc on va faire un premier forage jusqu'à 3 mm du plancher sous-sinusien avec le système de forêt et on va utiliser le TKW1 pour venir effracter le plancher sous-sinusien. Vous savez que selon les patients, pour arriver au plancher, vous savez que selon les patients, ce plancher est plus ou moins fin. Donc attention à bien lire là aussi vos radios pour ne pas perforer d'emblée la membrane. Et on va petit à petit, avec le TKW2, venir, et tout W3,
effracter le plancher sous-sinusien jusqu'à arriver à la membrane. Donc c'est cette étape-là qui est assez délicate. Ensuite, avec le TKW4, on fait juste un petit puits un petit peu plus large que le premier puits et on va utiliser le TKW5. Alors là, on passe en mode beaucoup moins puissant avec une irrigation précise et on va appuyer sur la pédale. Vous voyez qu'on fait... tu peux arrêter là, Antoine? Oui. Trop tard. On va essayer juste de vous remontrer cette petite séquence. Vous voyez, un tout petit peu avant. Voilà, voilà, très bien. Ici, vous voyez que l'insert est placé au niveau du puits un petit peu plus large, ou de la cheminée. On l'appuie assez fort, de manière à ce qu'il fasse sur sa périphérie une sorte de bouchon, que la pression ne s'évacue pas par sa périphérie. Donc, on va, avec la pédale, envoyer un petit peu de sérum physiologique, à 30 ml par minute, et on va appuyer pas plus de 5 secondes, alors selon la quantité de membrane que vous voulez décoller. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le liquide qui va venir au contact de la membrane, et on va avoir donc une petite surpression qui va se faire, et petit à petit, la membrane va être décollée de manière complètement périphérique par rapport au sérum physiologique grâce aux ultrasons. Et c'est là qu'est l'idée géniale d'Intralift, parce que on va pouvoir éviter les déchirures et avoir un décollement plus sûr. Alors vous voyez, vous avez vu, c'est passé très vite aussi dans la vidéo, qu'on a une petite éponge de collagène qui est mise en place pour éviter encore plus toute déchirure. Voilà. Donc on continue, l'élévation, le décollement plutôt, a été réalisé. Ensuite, on revient au TKW3 et on va élargir petit à petit la cheminée ou notre forage pour arriver au forage au diamètre du TKW4. Voilà. Donc, on termine tout doucement. Donc là aussi, irrigation, il faut sortir l'insert. Ce n'est pas aussi simple que le montre la simulation vidéo, bien sûr. Donc, si l'implant, si la hauteur osseuse en fait fait moins de 4 mm, on va combler avec un biomatériau et ensuite on va insérer l'implant. Donc, si le biomatériau, au fur et à mesure que vous le foulez, se bloque, vous pouvez reprendre la trompette, l'insérer un petit peu dedans, donner juste un tout petit coup de pédale et hop, le matériau va se répandre dans la cavité. Voilà. Ensuite, si on peut avoir une bonne stabilité primaire, on va pouvoir poser l'implant. Certains, s'ils ont une hauteur sous-sinusienne inférieure, ne vont pas poser l'implant, vont faire un petit peu comme la technique du volet latéral. On va attendre que l'ostéo-intégration du biomatériau se fasse et ensuite, ils poseront leur implant. Donc, si on a plus de 4 mm, on va ici forer un peu plus, si l'implant est plus long, pour le diamètre est supérieur à 4 mm. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, l'implant va appuyer sur la corticale, on va le rentrer un peu en force, et ça, c'est très, très douloureux. Donc, il faut vraiment terminer avec votre forêt terminale, au moins du système implantaire, sans peut-être l'amener jusqu'au bout si votre implant est conique. Voilà. Une vidéo très précise. Vidéo très précise, très bien faite. Je félicite l'équipe. Tu utilises beaucoup ce système, Eric? Je l'utilise. Alors, je n'utilise pas... Moi, j'alterne les ostéotomes. Oui. Ce que j'utilise, c'est juste l'insert terminal. Je ne fais pas mon forage avec. Je trouve que ce n'est pas évident. Ils ne sont pas extrêmement trahillants, quand même, ces inserts diamantés. On peut le dire. Les fractions du plancher, je la fais systématiquement. En fait, le protocole. Je préfère avoir une fraise boule, un insert boule. J'aime beaucoup l'insert boule. Oui. Pour aller travailler on peut au le faire avec ça. Alors moi, je le fais souvent aux ostéotomes. Et quand j'ai effracté, j'utilise la trompette. Voilà. Tout à fait. J'aime bien cette technique. Après, pour chaque patient, je varie un petit peu selon la densité osseuse. C'est une technique qui est très difficile, de toute façon, même à apprendre en TP. Oui. Parce que les modèles ne sont pas toujours évidents, les modèles de TP. Et en plus, c'est très dépendant
d'un cas à l'autre. Moi, j'ai jamais un protocole aussi rigoureux que celui qu'on a pu voir sur l'animation. Et à terme, c'est vrai que c'est même une technique que j'ai tendance plutôt à laisser de côté une fois qu'on commence à faire de l'abord latéral. Voilà, mais ça, c'est une question de sensibilité. Puis toi, je sais que tu en fais énormément. Et les suites opératoires sont beaucoup plus légères qu'un abord latéral. Personnellement, je dois faire 90% de Summers. Ouais. Ou 80%. Ouais, c'est intéressant. De volets latéraux. Ça fait 15 ans maintenant, avec de bons résultats. Bien sûr. Peut-être un peu moins de 15 ans, je me vieillis. 12 ans. Ouais, mais bon, ça commence à faire aussi. Ça fait quelques cas. Donc voilà en image, hein, je pense qu'on l'a bien compris. On a vu. Voilà l'insert en photo. Donc un petit cas clinique, vous voyez ici un cas très favorable. On avait 4 mm de hauteur de crête. On avait beaucoup de gencives attachées. Et on avait une crête osseuse qui était plate. Donc tout ce qu'il faut pour un cas facile. Donc on a fait un punch, on a fait le forage ici complètement avec les inserts intralift, on a élevé la membrane, on a mis en place le biomatériau, on a terminé le forage comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis on a mis l'implant. Et vous voyez ici qu'on avait une cuvette, là c'était un sinus qui était vraiment en cuvette, et on voit le matériau qui est réparti assez horizontalement. Vous voyez, si on fait un Summers classique, on va avoir une espèce de montagne. De boule, oui. La forme du dôme est complètement différente. Une question d'Ivoire 66. Pour quelle raison utiliser un ostéotome et pas le piezo pour faire les fractions, comme tu l'as dit tout à l'heure? C'est ce que je disais. Alors, c'est peut-être une question de rapidité. D'accord. Hein, ou de patience, peut-être, je ne sais pas. Quand le plancher est assez fin, ça va très vite de la faire à l'ostéotome. Mais c'est un choix personnel. J'ai commencé par l'ostéotomie par voie crestale avec les ostéotomes. Hein, donc peut-être que si je débutais aujourd'hui, je ferais tout avec l'intralift. Bien sûr. Parce que c'est vrai que quand l'os est peu dense pour les ostéotomes, il est peu dense aussi pour ces inserts-là qui vont être extrêmement efficaces. Hein, c'est une bonne question. C'est un choix personnel, mais qui est vraiment lié à mon histoire. On passe au point suivant, s'il n'y a pas d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Sinus Lift Kit. Donc là, je pense que celui-là, vous l'avez vu et revu à droite et à gauche. Hein. C'est ce qui va permettre de faire les volets latéraux, les élévations sinusiennes par voie latérale. Donc ici, je vous montre une petite étude qui montre qu'on a moins de perforations lors de la réalisation de volets latéraux avec les techniques de chirurgie piézoélectrique plutôt qu'avec des techniques rotatives et manuelles. Donc les inserts sont comme ceci. Les SL1 et SL2 vont servir à faire l'ostéotomie du volet, donc soit avec la boule, soit avec le petit insert plat. Certains préfèrent l'un, certains préfèrent l'autre. Personnellement, j'aime bien la boule parce qu'on peut l'orienter dans tous les sens de l'espace. D'autres ne jurent que par l'insert en forme de plat. Et ensuite, le SL3 va servir à initier l'élévation de la membrane sinusienne autour du volet. C'est-à-dire qu'on va l'insinuer délicatement autour du volet et petit à petit décoller la membrane. Et ensuite, on va utiliser ces autres inserts pour venir complètement faire l'élévation. On peut terminer avec des curettes manuelles si on le souhaite également. Donc ici, je vous montre une petite vidéo qui a quelques années déjà. Je sais qu'Antoine a beaucoup de vidéos comme ça avec des artères entrales. Il aime beaucoup ce sujet. Et ici, c'est un cas d'un patient qui avait une artère entrale très volumineuse. Et si on avait eu des instruments rotatifs traditionnels, on aurait eu une hémorragie péropératoire qu'on sait gérer. Mais pourquoi gérer une complication quand on peut éviter la complication? Hein, c'est là que ces appareils nous amènent vraiment un plus. Vous voyez ici la préparation du volet latéral tout en disséquant l'artère entrale qui se trouve prise dans la paroi osseuse. Donc, ça prend quelques temps, hein, surtout que là, vous voyez, c'était un piézotome 1. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus rapide avec un piézotome 2. Et on va complètement disséquer l'artère. On va faire un pont osseux et on va petit à petit l'éliminer. Je salue au passage mon confrère Mirek Zaremba de Dax, avec lequel on avait fait ce cas.
Et vous voyez ici l'artère qui apparaît et en même temps la réalisation du volet. Alors le volet, ce n'est pas le sujet de la soirée, hein, là c'est un peu une initiation, mais le volet, soit on élimine complètement la paroi et on en fait des copeaux d'os qu'on peut éventuellement récupérer si on a un filtre, ou on peut aussi couper un volet. Là évidemment, comme on dissèque, on va faire des copeaux d'os progressivement et vous allez voir l'artère antrale. Ici, vous la voyez bien, vous voyez, au-dessous de la curette, qui est là complètement désinsérée du volume osseux. Donc là, avec les curettes manuelles, on va récliner la membrane de Schneider. Elle est vraiment importante là quand même. Hein. Elle était très importante. Tu l'aurais coupée celle-là? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ensuite, on place les implants. C'est sûr que là, ça apporte une vraie sécurité. Oui. On place les implants, après c'est du classique, hein, on va combler. Alors soit on comble avant, soit après, ça c'est différentes options cliniques. On place une membrane à la place du volet et on vient suturer et c'est terminé. Voilà, en toute sécurité. Kit suivant, le kit Bone Surgery. Donc là aussi, classiquement, il a été dessiné pour prélever des blocs osseux, mais il y a eu de nouvelles indications qui sont apparues il y a quelque temps et vous allez voir ici, donc d'abord la description de ces kits, ce sont des scies, hein, des micro-scies. Donc là, pour reprendre ce que nous disait tout à l'heure, j'ai oublié son nom, son pseudo. Ivoire 66. Non, c'était pas Ivoire 66. Ah, cyclodonte. Cyclodonte, voilà. Cyclodonte. Donc, tu vois que ça a beau être courbé, on a un mouvement qui va être, on ne le voit pas bien, c'est pas très explicite sur ces photos. Mais là, le mouvement reste longitudinal. Reste longitudinal, voilà. Contrairement au kit d'extraction où on est vraiment dans l'autre sens. Hein, mais ici, on demande beaucoup plus de puissance pour pouvoir couper. Hein, donc c'est important que le mouvement, en fait, l'insert, il va travailler comme ça, quoi. Je ne sais pas si c'est très... Si, on le comprend. Hein, voilà. Donc, on va avoir un insert droit qui est le plus efficace, mais après, pour pouvoir faire des sections horizontales distales, on va utiliser les BS de L et les BS de R, donc qui sont courbés vers la gauche et vers la droite, parce que R comme... Right. Très bien. Voilà. Ensuite, on va avoir les BS4 qui vont permettre de faire des copeaux osseux. On retrouve le BS6 qu'on a vu tout à l'heure dans le kit d'allongement coronaire et le BS5 qui va permettre de faire des incisions très fines. Je vais vous montrer un cas tout à l'heure d'application, d'utilisation de cet insert. Alors, une application nouvelle, c'est la corticotomie ou la piézocision. C'est une technique que je trouve saisissante. Malheureusement, je ne l'ai pas appliquée. Ici, c'est des images qui m'ont été passées par Actéon. Et on a ici un cas, en fait, le but de cette piézocision, c'est de faire une incision dans la corticale osseuse, en vestibulaire, qui va permettre, lors d'un traitement orthodontique, de gagner 30 à 40% de temps pour pouvoir réaliser ce traitement plus vite. Donc, il y a beaucoup de publications actuellement sur le sujet. Les photos que vous avez vues là sont de ce groupe-là, hein, Dibar, Sebaoun et Montessani. Malheureusement, les orthodontistes qui sont mes correspondants à Bordeaux m'ont pas encore envoyé de cas. S'ils m'écoutent... Moi, j'en ai fait 2 cas. Tu en as fait 2 cas? Ouais, et c'est vrai que c'est intéressant. Après, moi, j'ai fait une technique un peu différente où j'ai vraiment décollé le périoste et j'ai agreffé pour toujours avoir de l'os malgré les mouvements, parce que derrière, ils vont faire des mouvements d'expansion, donc c'est quand même dangereux. Mais c'est vrai que ça accélère énormément, ça crée une inflammation tout autour de la dent et ça permet d'accélérer, notamment chez l'adulte. Et les traitements sont terminés? Les traitements sont terminés ou en cours de terminer. J'ai pas revu les patients en fin de compte, mais oui, ils sont quasiment terminés. Et pas de problème de résorption radiculaire, enfin plutôt des cas intéressants. Voilà. C'est long. Là, moi, j'avais fait double maxillaire, c'est très long.
Oui. C'est vrai que c'est long. Alors c'est plus lourd. Il y a plusieurs techniques qui sont décrites. Exactement. Là, c'est une technique un peu plus légère. Et au départ, ils ont fait ça pas avec la piézochirurgie, donc c'était plus invasif, et d'autant qu'il y avait des lambeaux d'épaisseur totale, etc. Là, si vous regardez bien les diapos que je vous ai montrés tout à l'heure, si on peut les remontrer, on a vraiment juste une petite incision verticale vestibulaire par laquelle on va passer l'insert en forme de scie, le BS1, et puis c'est tout. Donc c'est moins invasif et ça donne des suites opératoires beaucoup plus simples. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas greffer l'os à ce moment-là, ou on peut le greffer, regardez, en bas, par tunnélisation. Bon. Il y a plusieurs techniques, c'est en plein développement, je pense que ça va avancer, ça va se démocratiser. Certains orthodontistes pensent que ça ne sert à rien de faire ce genre d'intervention pour gagner quelques mois de traitement. Voilà. Donc, pour reprendre cette étude, la combinaison d'incision buccale interproximale et de corticotomie piézoélectrique engendre la création d'une déminéralisation autour des dents, favorisant le mouvement dentaire, rendant cette procédure très intéressante par rapport aux techniques conventionnelles plus agressives. Elle offre des avantages qui devraient conduire à une plus grande acceptation de la profession et des patients. Autre application de ces inserts, ici je vous montre une petite vidéo, c'est le prélèvement d'un bloc au niveau du ramus. Alors c'est une vidéo un petit peu ancienne qui n'est pas très... où on n'avait pas beaucoup zoomé, mais l'intérêt c'est de voir quand même la simplicité avec laquelle on peut faire ces interventions pour peu qu'on les maîtrise bien sûr. Ici c'est un patient qui avait un manque osseux au niveau de la 21. Donc vous voyez la petite déhiscence osseuse vestibulaire et on a choisi donc de prélever un bloc ramus, ou plus précisément, c'est pas vraiment le ramus, il faut plutôt parler de zone rétromolaire pour venir augmenter le volume osseux et ainsi pouvoir poser un implant dans de bonnes conditions. Vous voyez que la crête est très fine. Vous voyez ici la zone rétromolaire, ou même paramolaire, on peut dire, puisqu'on prélève assez simplement dans la zone de entre 36 et 38, selon les patients. Si on veut plus d'os, on va plus vers le ramus, mais souvent on s'arrête de manière assez antérieure. Alors il faut savoir que c'est des techniques, personnellement, avec l'avènement de la régénération osseuse guidée, etc., que je fais moins qu'avant. Mais ça m'arrive quand il y a de très très gros défauts osseux d'en faire à nouveau. Et j'ai une préférence pour les prélèvements ramiques plutôt que symphysaires. Voilà, donc si tu veux Antoine, on peut avancer parce que la vidéo est assez longue. Là, c'est la préparation du site receveur. On commence toujours par là. C'est ça qui est étonnant dans ces techniques, et c'est très important ce temps. On commence toujours par retirer de l'os sur le site receveur. C'est un peu perturbant. Mais c'est très important, comme tu as fait, d'avoir une belle petite cage, quelque chose de très plat, pour que derrière la greffe s'applique le mieux possible, en sachant qu'on va souvent interposer des biomatériaux peut-être. Tout à fait. Et on va faire des pertuis qui vont permettre aux cellules osseuses de mieux accéder au site. Donc, vous voyez qu'on fait un décollement en pleine épaisseur dans la zone rétromolaire, ou paramolaire, à mon avis, c'est un terme peut-être plus adéquat. Et on va prélever notre bloc progressivement. Donc, bien sûr, on va se garder de faire des incisions mésiales trop importantes. C'est l'intérêt aussi des techniques de chirurgie piézoélectrique puisqu'on va pouvoir décoller moins. Voilà Lina, mon assistante. Vous voyez derrière l'Implant Center. Et petit à petit, tu peux passer Antoine. Je pense que tout le monde a compris. On fait des décharges. Donc, on fait 4 incisions, 2 horizontales et 2 verticales. Et on va venir terminer avec un petit ostéotome, un petit ciseau à os en fait. On récupère un bloc ici corticospongieux. Alors, aujourd'hui, on a tendance plutôt à faire des boîtes en 3D, selon la technique de Fouad-Khoury. Là, si j'ai bonne mémoire, on a juste vissé le bloc directement.
Le défaut de cette technique, c'est qu'on a on a plus de fonte osseuse, quoi. Hein, donc il vaut mieux faire des boîtes pour que la zone qui va cicatriser soit mieux vascularisée. Voilà. Alors, autre application qui est intéressante avec ce kit, c'est qu'on va pouvoir faire des expansions de crête. Alors, indication de l'expansion de crête, il faut vraiment que on ait, enfin, la crête bien sûr est trop fine pour pouvoir placer l'implant directement, mais il faut qu'on ait vraiment de l'os spongieux entre les deux corticales. Sinon, on ne pourra pas faire d'expansion de crête viable et on risque des nécroses de la table plutôt externe. Donc ici, c'était un cas, vous voyez, une crête assez fine, un cas cependant favorable. On a fait une incision crestale, un lambeau de pleine épaisseur au départ, et on est en épaisseur partielle vers la partie apicale du site. Et on va faire une incision ici crestale, 2 incisions de décharge, et puis on va progressivement avec là aussi un petit ciseau, on va pouvoir décoller, voilà. Donc on fait une espèce de fracture en bois vert. Donc c'est important d'être en épaisseur partielle au-delà de la zone occlusale pour que le greffon reste attaché et vascularisé. Donc ensuite, on passe en photo. On continue donc notre incision. Ici, on a utilisé des ostéotomes. Donc ça, c'était pour vous montrer une application de l'insert très fin. On a posé 3 implants. On a par-dessus fait une régénération osseuse guidée. On a suturé. Donc très important d'avoir ici une bonne coaptation des berges du lambeau. Hein. Donc il faut vraiment faire une incision périostée pour gagner en élasticité du lambeau et qu'il n'y ait pas de tension du tout. Ça, c'est les sutures telles qu'on les faisait à l'époque. Aujourd'hui, on ferait plutôt des points de Blair Donati qui, à mon sens, sont beaucoup plus hermétiques. Je sais qu'Antoine sera d'accord avec moi. À fond. Et donc, vous voyez qu'on déplace le problème quand on fait de grosses reconstructions comme ça, on déplace la ligne de jonction mucogingivale. Il va falloir, au moment de la réouverture, faire un lambeau déplacé apicalement pour replacer la ligne de jonction mucogingivale. Ici, on avait fait une petite greffe de tissu conjonctif au niveau palatin. Et vous voyez que les implants sont un petit peu angulés. Donc, avec les vis de cicatrisation, on a l'impression qu'ils sont pas mal en dehors de la crête. En fait, la base de l'implant est juste à la limite extérieure du couloir prothétique. Hein. Mais quand on fait ce genre d'augmentation osseuse, de technique, il faut bien penser, il faut faire son incision osseuse primaire, occlusale, plus en palatin, pour prévoir l'emplacement des implants. Et voilà, ici, vous voyez qu'on a déplacé la ligne de jonction mucogingivale, on a un bon environnement muqueux, peut-être un petit peu moins en mésial, et encore, c'était en cours de cicatrisation, et on a pu ensuite réaliser la prothèse. Donc, depuis quelques mois, ils ont lancé ce kit qui s'appelle le Crest Splitting, qui permet de faire la même technique plus simplement, puisque les inserts sont vraiment faits pour, et on peut s'affranchir de l'utilisation d'un ciseau à os pour élever son volet osseux. Donc ici, on a une petite rétrospective sur le sujet qui montre que la piézoélectricité permet lors des expansions de crête d'obtenir un élargissement de la crête postérieure sans morbidité associée. Attention, quand vous utilisez ces inserts, on n'insistera jamais assez, utilisez l'irrigation abondamment, sinon vous risquez là aussi des nécroses. C'est des inserts qui descendent très profondément, vous voyez, ils sont très longs et ils descendent assez bas dans la crête. Donc vraiment, les sortir régulièrement. Voilà. En résumé, je reviens sur ma phrase initiale. La chirurgie piézoélectrique vous amène là où les instruments conventionnels ne vous conduisent pas, avec des indications tout à fait complémentaires à ce qu'on peut trouver par la suite. Ces générateurs de forte puissance permettent une préservation des tissus mous et donc une grande sécurité de travail, une rapidité avec une coupe fine, rapide et précise, et un grand confort d'utilisation aussi bien pour le praticien que
pour le patient avec des suites opératoires plus simples. Elles sont complémentaires avec les techniques conventionnelles et on a la chance aujourd'hui d'avoir des appareils combinés extrêmement performants qui permettent de travailler avec une grande ergonomie. Pour aller plus loin, je vous recommande ce petit ouvrage qui est gratuit en téléchargement sur le site d'Actéon. Il a été fait en collaboration avec tous les cliniciens qui ont mis au point les kits. J'ai participé à un chapitre de ce petit livret qui est vraiment bien fait. Je vous le recommande, même si vous n'utilisez pas un appareil Satellec, il est chouette. Ensuite, j'ai choisi deux livres. Donc, c'est Jean-François Michel qui publie pas mal sur le sujet de la chirurgie psychoélectrique, qui a participé à 2 bouquins. Et après, vous en avez plein d'autres que vous trouverez chez votre libraire préféré. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Peut-être que vous avez encore des questions et je vous remercie vivement pour votre attention. Il se fait tard. Antoine me dit qu'il est temps de lui redonner le relais. Voilà, merci Antoine pour ton attention. Merci, bravo Eric. Vraiment, c'était une très belle présentation, sincèrement. Beaucoup de cas, beaucoup d'indications différentes. Donc, c'était vraiment super. Certains disent, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Satellec, mais il y a aussi d'autres systèmes. Les autres systèmes, les autres marques fonctionnent à peu près de la même manière. Je répète que j'ai parlé de Satellec parce que je connais bien cet appareil-là, puisque c'est celui que j'utilise au quotidien. Je connais moins les caractéristiques des autres appareils, mais ils fonctionnent plus ou moins de la même manière. Après, les protocoles peuvent un petit peu varier, les types d'inserts peuvent varier, intralift est spécifique. Oui. Mais après, il y a d'autres kits qui existent dans d'autres systèmes. Exactement. Il y a des kits de forage qui existent chez Mectron notamment, qui peuvent être intéressants. nous dit, pour moi, avec le Piezo 3 Mectron, c'est long, c'est pas très rapide. Je pense qu'il y a aussi une vraie courbe d'apprentissage. Si vous prenez n'importe quel, il y a des différences de puissance, il y a des différences de savoir-faire, mais quand même, au fil des cas, on est de plus en plus rapide, ça c'est sûr. Et deuxième point, il y a vraiment quelque chose, je me permets de réinciter, c'est les suites opératoires. On est vraiment bluffé sur des dents de sagesse, sur des sinus, même si moi aussi, de temps en temps, moi pour ma part, j'utilise surtout quand j'y arrive plus avec les instruments. Donc je l'ai toujours en permanence quand je fais des sinus. Voilà. Je ne m'en sers pas souvent. Et quand je m'en sers, je suis content pour aller décoller une membrane, notamment des petits éperons, ceux qui avec des adhérences de la membrane, on va les faire sauter avec la piezo, c'est vraiment fabuleux. Donc voilà, ne serait-ce que si ça vous permet de ne pas perforer une membrane de sinusienne à un moment précis de votre chirurgie, même si vous le sortez pour 4 ou 5 minutes, c'est fabuleux déjà, c'est déjà énorme. Voilà, une dernière question technique d'Ivoire 66. Dans le cas du bone splitting, est-ce que tu fais des incisions intrasulculaires ou à distance du sulcus ? À distance du sulcus. Donc tu laisses un bandeau de gencive... pardon, tu parles des incisions osseuses ou des incisions gingivales? Peut-être que c'est des incisions osseuses alors, donc à distance du sulcus. Oui, osseuses à distance du sulcus. Après, gingivale, tout dépend du site. Mais en général, j'aurais tendance à aller dans le sulcus au niveau gingival. Parfait. Écoute, voilà, super, des remarques, mais bravo, voilà, tout s'est super bien passé. Merci Eric. Merci, on termine avec Merci les news Génération Implant. Les prochaines émissions GITV, allez, on reçoit Stéphane Albaré, formateur Génération Implant à Nîmes, sur les greffes allogéniques, un sujet là aussi très intéressant. Justement, en complémentarité des blocs osseux, des bone splitting, est-ce qu'on peut faire de l'allogénique? On en discutera dans un mois. Et puis, c'est moi qui m'y colle le 12 mai pour une émission sur les complications des comblements de sinus. Voilà, je pense que ça, c'est une émission aussi qui peut vous intéresser. Qu'est-ce qui se passe quand ça se complique? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et comment éviter ces complications? Les prochaines formations Génération Implant, formation donc DPC, retenez bien ça, le DPC obligatoire. On a un programme niçois un petit peu chargé là, ces prochains jours.
formation, extraction, gestion des tissus mous et comblement avec Thierry Brinca. C'est dans 10-15 jours. On a un peu plus d'une dizaine d'inscrits, donc n'hésitez pas, il reste 2-3 places si vous voulez nous rejoindre. C'est avec plaisir. Ça, c'est typiquement la formation. Vous faites déjà 30-40 implants. Vous voulez augmenter un peu vos indications, faire des abords crestaux, vous voulez faire de l'extraction-implantation ou améliorer le contexte mucogingival autour de vos implants esthétiques. Bref, je pense que c'est vraiment une formation où vous allez vous régaler. Formation implantologie à Nice, 4 fois 2 jours. Là aussi, un programme très intéressant puisque, je peux en parler, on a une formation qui est vraiment nouvelle, 3 fois 2 jours implantologie plus 2 jours au laboratoire d'anatomie de Nice. On a cette possibilité-là maintenant. Donc vous aurez 2 dates pour ceux qui veulent faire de l'anatomie avec Génération Implant, avec Eric à Bordeaux et avec Guillaume Fougeret à Bordeaux aussi au mois de mai. Voilà. Et à Nice en novembre. Voilà. Et en sachant que de toute façon la tienne à Bordeaux elle est complète depuis longtemps. Oui. C'est vraiment un sujet qui est passionnant et qui intéresse les gens. Et celle de Nice elle est en train de se remplir. Mais priorité aux gens qui font la formation implantologie. Et ça c'est vrai que c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de formations. Vous faites de la clinique et vous terminez par 2 jours d'anatomie. Je pense que ça va être un vrai plus. Je n'appuie pas sur le bon bouton. Ensuite, toujours les mêmes étapes. Étape 1, questionnaire. Étape 2, la formation présentielle. Étape 3, nouveau questionnaire parce qu'on est en formation DPC. Voilà, donc là, vous avez toutes les étapes du DPC. Formation muco-gingivale à Nantes, toujours DPC, 3 étapes avec nos amis Cyril Josset et Guillaume Fougeret. On les salue d'ailleurs s'ils sont... Ah, Guillaume, il ne doit pas nous regarder parce que je crois qu'il est en Afrique du Sud avec les amis de Sirona. Mais, ça n'empêche pas de se connecter à Internet. Pourquoi pas, effectivement. Il a autre chose à faire. Je pense qu'il nous oublie, il doit être en train de... Il doit être, je ne sais pas, en face à face avec un rhinocéros peut-être. En tous les cas, voilà, cette formation, 17 et 18 avril, elle cartonne vraiment toujours à Nantes et n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, et ben voilà, à la toute fin... On va redémarrer. Ouais, mais écoute, c'est pas très grave. À toute fin, ça a planté. Eh bien, tout simplement, vous allez retrouver des formations à Bordeaux. Vous allez retrouver des formations sur le Conbim, notamment sur l'implantologie aussi. Donc, on y retourne. Allez, super. Merci, Eric. En plus, tu es vraiment multitâche. Donc, formation implantologie 3 fois 2 jours à Bordeaux, à Paris, à Fontainebleau, à Montpellier, DPC. Donc, voilà, vous avez 2 600 €, les 6 jours de formation et pas les 5 jours, et une prise en charge de 1 015 €. Donc, la formation devient vraiment intéressante pour vous et vous faites en plus vos points DPC de l'année. Et puis, formation aussi Conbim, on pourra rajouter Bordeaux, Lyon, Paris, Strasbourg, Montpellier, Nice et Nîmes. Renseignez-vous et adressez-vous sur le site générationimplant.com. Merci à toutes et à tous. Merci aux réalisateurs. Très belle émission, très beaux locaux. Merci Eric, une fois de plus, de nous avoir fait l'amitié et le plaisir et la joie d'animer cette émission GITV. Je vous dis rendez-vous dans un mois. Salut les petits clous. À bientôt. Au revoir. Bye bye.